De démarrer du coup ce webinaire consacré du coup au financement des formations numériques dans les établissements de santé publics et privés. Pour ce faire, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Madame Auroux de la l'OPCO de Nouvelle-Aquitaine et Monsieur Roussel de la délégation NFH Bretagne. Et je suis accompagné pour ce webinaire de Mélanie qui travaille pour l'organisme de formation Santé Académie. Nous allons aborder plusieurs points aujourd'hui. Je vous donne rapidement le sommaire. Dans un premier temps, on va laisser Madame Auroux et Monsieur Roussel présenter du coup l'OPCO et la NFH. Et Mélanie et moi-même, nous présenterons rapidement nos organismes de formation. Et nous allons aborder plusieurs points. Le premier point que nous allons aborder, c'est le financement des formations numériques au sens large du terme, avec des spécificités ensuite pour le secteur privé, puis pour le secteur public. Dans un avant-dernier temps, pardon, nous travaillerons sur le financement des formations dites innovantes et on terminera, comme évoqué tout à l'heure, par les questions et les réponses que vous pouvez toujours poser sur le chat. Je laisse du coup la parole à nos intervenants du jour. On va laisser Madame Auroux présenter du coup l'OPCO Santé. Bonjour à tous. Alors effectivement, je représente l'OPCO Santé aujourd'hui. Donc moi, je suis conseillère emploi-formation sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Nous, de ça, l'OPCO Santé, donc c'est l'opérateur de compétences du secteur de la santé privée. On accompagne du coup trois grandes branches qui sont le secteur de l'hospitalisation privée du thermalisme, le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, et enfin le secteur de la santé au travail interentreprise. Donc l'OPCO est mandaté, missionné par l'État pour vous accompagner autour de 6 grandes missions qui sont de faciliter votre recours à l'alternance, donc recruter des alternants, guider donc les établissements qu'on accompagne pour faire face aux mutations du secteur, vous apporter un service de proximité. Du coup, on est répartis sur tout le territoire et vous pouvez retrouver sur notre site une petite carte interactive pour savoir qui seront vos interlocuteurs sur chaque territoire. Vous outiller pour informer également vos salariés. On est là aussi pour accompagner les TPE, PME à mettre en place des plans de développement des compétences et bien sûr, voilà, innover aussi pour répondre aux nouveaux besoins. Donc là, c'est cette 6e mission en lien avec la thématique du jour. Je pense que j'ai fait le tour des grandes missions. Alors, on a mis une slide effectivement sur les effectifs accompagnés par l'OPCO Santé par branche. Donc, juste pour voilà, vous donner un ordre d'idée, hein, donc plus d'1 350 000 salariés, personnes physiques accompagnées par l'OPCO Santé. Donc, ça représente 5% de l'emploi en France, voilà, répartis dans les différents secteurs. Donc, l'hospitalisation privée, il me semble que c'est des établissements d'hospitalisation privée qui sont le plus présents aujourd'hui sur ce webinaire. Donc, vous représentez à peu près 20% des salariés que l'on accompagne au sein de nos différentes branches. Merci Madame Auroux. Monsieur Roussel. Oui, bonjour, donc David Roussel de la NFH. Effectivement, la NFH a également le pendant, comme ça vient d'être expliqué par l'OPCO Santé, le pendant public hospitalier, collecte depuis 50 ans, comme vous le voyez dans le bandeau arrière de de ma présentation. On fête les 50 ans d'une existence paritaire, d'une existence solidaire et mutualiste, et également de proximité, parce qu'on a 26 délégations territoriales sur l'ensemble du territoire français dom-tom. On collecte les fonds de formation des établissements hospitaliers, quelle que soit leur taille, leur statut, leur localisation. Et en quelques mots, les chiffres qu'on a souhaité mettre en avant ici, là, sur le slide, c'est les chiffres du rapport d'activité 2023. On a un taux national d'accès à la formation de 54%, également sur 1 200 000 agents. La moitié des agents sont de catégorie B ou C. Ce qui représente en tout 1 million de départs en formation sur une année et 32 millions d'heures de formation suivies, dont quelques-unes sont en distanciel, faisant un rapport avec notre thème du jour. On a également des outils dans notre offre de services, des outils mis à disposition de nos établissements adhérents, quelle que soit encore une fois leur taille, qu'on soit CHU, EHPAD, centre départemental de l'enfance ou autre centre hospitalier de proximité, et
quasiment la totalité de nos établissements adhérents sont dotés de l'outil GESForm Evolution, qui est un outil non seulement pour gérer les fonds de formation, leur plan de formation, mais également, depuis quelques temps, les entretiens professionnels sont également saisis chaque année sur cet outil. Aujourd'hui, plus de la moitié des agents ont leur entretien professionnel de réaliser sur GESForm Evolution, GPMC, appelé GPMC. On est à 632 530 entretiens réalisés en 2023. Et enfin, le montant de la collecte auprès des adhérents DPC médical, c'est de 31 millions d'euros. Donc, ce n'est pas énorme sur un plan national, mais ça participe de la formation médicale depuis quelques années. Parfait, merci monsieur Roussel. Mélanie, je te laisse la parole. Oui, merci Vincent. Bonjour à tous, ravie d'être là avec vous. Moi, je représente l'organisme de formation Santé Academy qui co-organise avec Simango ce webinaire. Santé Academy, c'est une plateforme de formation e-learning spécialisée en santé, donc formation continue et DPC. On a un peu plus d'une cinquantaine de collaborateurs en interne, des programmes de formation, donc une quarantaine de programmes et 30 000 personnes formées. Ce qui fait l'ADN de Santé Academy, c'est plusieurs piliers. Le premier, c'est qu'on va chercher la qualité cinématographique pour proposer de l'e-learning en vidéo, pour mettre en lumière l'expertise, la plus grande expertise pour adresser les sujets de santé. Une qualité scientifique, puisque évidemment, on va chercher ces plus grands experts pour construire les formations avec nous. Et puis, ce format vidéo nous permet d'articuler différents formats pédagogiques qui sont innovants autour des reportages, des tutoriels. Il peut y avoir un peu d'approche théorique, des tables rondes, des vignettes, etc. Et puis toute une partie que la plateforme propose en termes d'interactivité et d'analyse de pratique, notamment dans le cadre de programmes intégrés de DPC, avec des espaces d'échange entre pairs, des ressources téléchargeables, des quiz, des audits cliniques sur la partie analyse de pratique. Donc voilà pour Santé Academy en quelques mots, et je suis ravie de dialoguer avec la NFH et l'OPCO Santé, qui sont des interlocuteurs précieux pour nous et les établissements de santé que nous accompagnons. Merci Mélanie, et je prends la suite et je vous présente rapidement également aussi l'organisme de formation Simango. Simango, rapidement, c'est un jeune organisme qui a été créé en 2018 par un médecin, avec pour mission de simplement contribuer à améliorer la qualité de prise en charge des patients. Et en faisant progresser la formation continue des professionnels de santé grâce à la technologie. Au final, Simango, c'est très simple. C'est d'une part un catalogue d'une trentaine de formations en simulation numérique et serious game, disponible à tout moment pour l'ensemble de votre personnel paramédical, sur des formats courts et validants, qui viennent soit s'intégrer sur des parcours de formation déjà existants dans les établissements de santé, mais également aussi des parcours que l'on peut créer en sur-mesure pour les établissements de santé, et des formats qui sont ludiques, qui sont basés sur le jeu pour tout simplement appliquer à 100% les apprenants. C'est également aussi une plateforme de gestion de formation qui vous permet de piloter et d'animer votre établissement sur vos enjeux de formation et déployer de manière simple et efficace la formation auprès de vos professionnels de santé. Et c'est bien entendu une équipe d'une trentaine de personnes basée sur Rennes et dédiée à 100% à vous accompagner. Et en quelques chiffres, du coup, Simango aujourd'hui, c'est plus de 400 établissements qui sont équipés de nos solutions sur le territoire. C'est plus de 45 000 formations réalisées depuis le début de l'année. Et puis, ce qui est important pour nous, c'est la satisfaction de nos apprenants. Donc, vous avez deux chiffres qui sont mentionnés sur la slide. Donc, 85% des apprenants apprécient nos scénarios et 84% des apprenants trouvent nos formations utiles pour leur pratique professionnelle. Et comme Mélanie, on est ravis aujourd'hui d'échanger avec Madame Auroux et Monsieur Roussel, qui sont des partenaires de notre quotidien. Et on est ravis de pouvoir poser un certain nombre de questions aujourd'hui, qui sont régulièrement du coup demandées par nos établissements de santé. Merci Vincent. Donc, on va rentrer dans le cœur du sujet, qui est du coup le financement de ce type de format pour des actions de formation. D'abord, sur les principaux dispositifs et leur éligibilité, est-ce que, David, vous pouvez déjà nous donner la base sur le secteur public et puis Emmanuel sur le privé? Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il y aura très peu d'écart puisqu'on applique des textes relativement issus des mêmes origines, notamment le Code du travail. Mais
l'ensemble des règles a beaucoup évolué avec la sortie, avec la diffusion du blended learning, toutes les formations qui sont un peu hors de la fameuse salle de formation à 12 personnes. Du coup, on a produit un guide d'éligibilité pour nos adhérents, pour nos interlocuteurs, qui est assez complet, qui est toujours en cours de perfection, qu'on met à disposition. Je ne sais pas si vous avez proposé le lien sur ce slide, mais en tout cas, effectivement, le guide d'éligibilité regroupe l'ensemble des modalités principales pour rendre éligible. Alors forcément, depuis quelques temps, Calliope est en première ligne. Calliope et les organismes de DPC également sont en première ligne de critères d'éligibilité des formations, hein. Ça, c'est la base. Et puis ensuite, sur un plan administratif, des éléments qui sont également dans les obligations Calliope, qui sont des productions et des typologies de production de factures, d'attestations de présence, ou au moins des faisceaux de preuves de présence ou de participation des acteurs de la formation cités. Très bien, merci. Du côté privé, le grand principe, c'est évidemment Calliope aussi, mais également faire une demande à l'OPCO, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, le grand principe, hein, comme l'a dit Monsieur Roussel, c'est bien évidemment déjà de respecter le cadre légal de ce qu'est la formation professionnelle. Donc, une fois qu'on est là-dedans et que l'organisme de formation est bien Calliope, bien voilà, la demande de prise en charge par l'OPCO en nous transmettant aussi le plan de développement des compétences en amont, ça reste les premières étapes pour pouvoir financer une formation, qu'elle soit numérique ou multimodale, enfin voilà, peu importe le format et la méthode pédagogique en fait utilisée pendant la formation. Très bien. Emmanuel, vous parlez d'étapes, justement, on peut peut-être les détailler un tout petit peu de votre côté. Donc, vous disiez déjà transmettre son plan de développement des compétences. Il y a aussi la signature de la convention de service, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, effectivement, première étape, on va dire entre la fin de l'année N-1 et le début de l'année N, transmettre son plan de développement des compétences au niveau à son conseiller régional de l'OPCO. À cela peut suivre un rendez-vous pour échanger sur les besoins, les projets qui sont mentionnés sur ce plan. Ensuite viendra effectivement la signature de la convention de service, parce que c'est par cette convention de service qu'est déterminé le taux d'engagement, on va dire, de chaque établissement, et donc ce qui va constituer le budget formation de chaque établissement du secteur privé. Et ensuite, voilà, effectuer les demandes de prise en charge via notre outil, donc les web services, en joignant le programme ou la convention de formation qui maintenant contient les grands éléments normalement du programme de formation également. Ok, merci pour ces précisions. Du côté de la NFH, du secteur public, les grandes étapes, ce sont d'abord la définition du besoin, ça commence par là, c'est ça? Oui, alors elles sont très, très, similaires à ce que l'OPCO Santé demande évidemment, puisque le préalable inscrit, ici que je découvre pour l'OPCO Santé, il est le même, hein, transmettre le plan de formation, c'est un préalable, réglementaire en début d'année. Idem sur les demandes de formation. Les demandes de formation sont à réaliser avant que la formation n'ait lieu. Et ensuite, effectivement, pour les établissements, le fait de pouvoir définir son besoin, de formation et là, c'est ce slide répondait vraiment, à mon sens, à la demande de financement pour des formations de type nouvelles technologies, de type e-learning, qui nécessite également d'inclure la description de la formation, les objectifs pédagogiques, le public cible, le budget prévisionnel. Ça, ce sont des éléments dont on a besoin pour pouvoir commencer à saisir dans GESForm, justement, les éléments administratifs qui suivront. Très bien. Et ensuite, vous parlez du suivi de la demande. On peut peut-être donner quelques informations sur les délais moyens de traitement des demandes de financement côté OPCO et côté NFH, côté OPCO Santé d'abord. Côté OPCO Santé, nous, on a des délais de traitement normalement de 30 jours maximum. Après, ces délais peuvent varier plus ou moins aussi selon la période de l'année et le nombre de demandes que l'on reçoit en parallèle, mais également en fonction de la complétude du dossier. Donc voilà, selon les pièces qui nous seront jointes ou pas, les relances qu'il y a à faire, enfin voilà, toutes les démarches administratives en fait autour du suivi du dossier demandé. On peut également demander des précisions et être aussi en
en alerte auprès de l'employeur si on détecte des choses particulières voilà, dans le dossier qui pourraient nous paraître ne pas être éligibles spécifiquement à la formation professionnelle ou sur lesquelles, en tout cas, il faut qu'on se questionne. Donc voilà, une fois qu'on reçoit le dossier, il peut y avoir un certain nombre d'allers-retours avec notre adhérent, avec notre interlocuteur, pour être sûr de bien cadrer le dossier et qui répondent aux critères légaux de la formation professionnelle. Très bien. Et tout ça doit se faire en amont, évidemment, du démarrage ou de l'inscription d'un participant à cette formation. Oui. Après, dans un monde idéal, oui. Dans les faits, parfois, on constate que ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, mais c'est vrai que dans un idéal, effectivement, il faut qu'on ait les éléments le plus tôt possible. D'une part, pour ne pas se retrouver le jour J à faire partir des personnes en formation sans avoir de financement derrière. Et aussi pour être sûr de bien cadrer la formation, parce que comme je vous l'ai dit, l'OPCO, nous, on a un devoir d'alerte aussi auprès des établissements si jamais les formations ne sont pas en fait dans le champ de la formation professionnelle et peuvent ne pas répondre à ce cadre légal-là. Donc, on doit alerter les établissements. Donc, c'est vrai que si on ne le sait pas en amont, on ne peut pas les alerter. Et si la formation se déroule, eh bien, l'établissement se retrouve avec un coût à charge qu'il n'aura peut-être pas anticipé. Très bien. Merci pour ces précisions. Côté public, un délai standard 2 à 3 mois pour un traitement complet d'une demande. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails ou plus voilà, sur la partie spécifique? Moi, je sais pas, enfin, c'est pas une production qu'on affiche forcément, hein, ce nombre de mois, mais effectivement, comme ça vient de dire, on peut avoir des demandes qui sont produites en N-1, donc l'année d'avant, pour pouvoir rendre et préparer les départs en formation, auquel cas, effectivement, les accords de prise en charge peuvent être assez rapides, ça peut être quelques jours, comme ça peut être effectivement plusieurs semaines. Plusieurs mois, ça m'étonnerait, mais ça peut durer plusieurs semaines d'aller-retour pour valider une formation. Et puis dans un délai de traitement, il y a le délai de traitement avant de valider le financement, c'est-à-dire sa prise en charge et son éligibilité. Puis ensuite, il y a le délai de traitement une fois que la formation est terminée pour la suite. Hein. Donc la totalité complète d'une demande, elle se termine lorsque la demande est complètement réglée, quoi. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. On peut passer maintenant peut-être aux spécificités du secteur privé. Vincent, je te laisse la main. Oui, merci. Oui, effectivement, on va faire un petit focus avec madame Auroux sur les spécificités du secteur privé et notamment le financement des formats un petit peu innovants. Donc du coup, on a une première question. Quel type de formations numériques sont éligibles au financement par votre OPCO pour cette cible-là, du coup, l'établissement privé? Allume pas mon micro, ça ne va pas fonctionner. En fait, aujourd'hui, depuis la réforme de 2018 notamment, qui a vraiment ouvert en fait le champ des modalités pédagogiques par lesquelles on peut faire des formations, nous, on finance vraiment l'ensemble des formations, dès lors, qu'elles soient numériques, pas numériques, l'ensemble des formations professionnelles, on va dire, qu'elles soient professionnalisantes ou qu'elles visent l'accès à une certification professionnelle. Donc pour cela, je vous rappelle, on le dit tout à l'heure, hein, il faut bien un programme de formation conforme au cadre légal de la formation, avec un organisme de formation certifié LOPI. On n'a pas de conditions spécifiques dès lors qu'on rentre dans le champ du numérique. Voilà. Ces formations peuvent s'intégrer aussi dans un parcours professionnel. Il y a une logique de parcours de développement des compétences. Hein. Aujourd'hui, on ne parle plus de plan de formation, mais plan de développement des compétences. Donc, ça veut dire que sur un parcours qui dure plusieurs jours, plusieurs heures, on peut avoir à la fois de la modalité pédagogique en présentiel, en salle avec 12 personnes, comme le disait M. Roussel tout à l'heure, avec quelques heures également en distanciel à un autre moment sur un format numérique, avec un petit rapid learning à suivre aussi dans le long de son parcours et pourquoi pas une phase de serious game. Voilà, tout ça, ça constitue un parcours. Le tout, c'est bien d'avoir les éléments qui justifient ce parcours dans son ensemble. Donc le programme à la base, mais ensuite aussi tout ce qui est attestation de présence et relevé d'heures faites sur le format numérique tout au long du parcours pour qu'à la fin, on ait bien une attestation qui justifie du parcours suivi, des compétences acquises. Parfait, merci. Du coup, vous avez anticipé un petit peu la deuxième question que j'allais vous poser. C'était du coup quelles sont les obligations côté établissement de santé privé une fois que le financement est accordé, une fois peut-être que les formations ou les parcours de formation sont lancés au sein des établissements, quelles sont les obligations du coup de la part de ces établissements vous concernant? Ouais.
Donc là, effectivement, la facture, il nous faut bien la facture de l'organisme de formation. Et ce que je viens de dire, effectivement, j'ai un petit peu anticipé. Donc les attestations de présence, certificats de réalisation, où il est important de bien mentionner le nombre d'heures suivies pour chaque stagiaire et que ce soit en cohérence avec le nombre prévu dans le programme de formation. Et également, pour les heures en ligne, des relevés de présence, parce qu'il n'y aura pas d'attestation de présence signée et rédigée pour les salariés, mais des relevés de présence, des heures suivies pour tout ce qui est en format numérique. Merci. On a des questions qui nous reviennent régulièrement de la part des établissements que l'on peut accompagner. C'est tout ce qui va concerner, entre guillemets, quelque part, le cofinancement, mais également aussi les plafonds de financement que l'on peut avoir. On va déjà commencer par la partie à plafond, mais les plafonds de financement que l'on peut avoir pour les formations numériques pour les établissements de santé privés. Au niveau de l'Opco Santé, déjà, il y a deux schémas possibles. Soit l'établissement finance ses formations via son budget formation, donc le budget qui dédie à la formation et qui verse à l'Opco, donc ce qu'on appelle nous le CIFA, le compte investissement formation adhérent. Et là, on n'a pas forcément de plafond. On peut avoir des alertes, encore une fois, et des précautions à prendre si on trouve que les budgets nous paraissent trop élevés par rapport à ce que l'on peut voir dans le champ de la formation professionnelle en ce sens-là. Donc là, on alerte effectivement les établissements. En revanche, on ne fixe pas de plafond pour les coûts pédagogiques. En revanche, dès lors qu'on mobilise des cofinancements, qu'ils soient externes avec des cofinanceurs externes, on travaille selon les territoires avec différents cofinanceurs tels que l'ARS, tels que la CNSA, voilà, pour en citer que quelques-uns, mais il y a aussi le conseil régional qui peut intervenir ou les DRETS, voilà, sur certains cofinancements. Donc sur ces cofinancements-là, on a des mesures de précaution à prendre dès lors qu'on est sur un financement public externe. Voilà, chacun de ces cofinanceurs nous fixe des règles particulières qu'il faut qu'on respecte. Donc on peut avoir des plafonds, on a des taux de cofinancement aussi maximaux à mettre en place. Donc voilà, ça c'est vraiment à l'étude de chaque dossier, de chaque plan, on pourra faire un retour. Pour exemple, il y a quelques années, on a financé un parcours assez innovant sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, donc qui s'appelait le Mobile Learning sur les 50 grands mots de la psychiatrie, où là, l'ARS en Nouvelle-Aquitaine nous a accordé un cofinancement qui a financé 50% de ce projet-là pour un groupe d'établissements sur la Nouvelle-Aquitaine. Parfait. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision. Juste une précision, du coup, sur la partie cofinancement, on reste sur du cas par cas, on reste sur du On reste sur spécifique. du cas par cas, oui. Et D'accord. d'autant plus que chaque établissement a des accords de branche particuliers aussi. Ok. Donc, il y a la branche de l'hospitalisation privée qui a un accord de branche et qui fixe des conditions. Le secteur aussi à but non lucratif qui a un autre accord de branche qui a d'autres conditions. Donc, on est vraiment sur du cas par cas. Il faut vraiment se rapprocher de son conseiller pour être sûr du cofinancement qui va être attribué. Merci beaucoup, Madame Roux. Je crois qu'on va passer côté maintenant spécificité du secteur public avec Monsieur Roussel. Mélanie, ton micro est coupé. Excusez-moi. Oui, moi, je ne vais pas être très longue. Juste, David, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les types de formations financées par la NFH côté formation innovante, en tout cas formation ouverte à distance, ce que vous appelez la FOID dans le guide d'éligibilité? Ouais, c'est vrai. Voilà, ça c'est un peu l'extrait dans le guide d'éligibilité de toutes les modalités possibles de l'apprentissage en distanciel, synchrone ou asynchrone qui est listé, mais tout n'est pas éligible et je ne vais pas faire de plagiat. Les critères de santé sont les mêmes pour la NFH, hein, à partir du moment où, même si ça n'a pas forcément été précisé sous cette forme-là, donc je vais le remettre un peu sous cette condition-là, mais à partir du moment où la formation a eu lieu et Calliope a été accompagnée et permettent et évite à l'apprenant d'être seul en apprentissage du début à la fin. À partir du moment où il y a bien facturation, attestation de présence ou faisceau de preuve juste de la réalisation de la formation, dès lors, tout type de formation, comme ça a bien été dit tout à l'heure, on ne finance pas une modalité pédagogique, on finance des thématiques. Et cette modalité pédagogique est éligible sous certains critères, tout comme d'autres critères dans les formations physiques sont également demandés, quoi. Voilà.
Je Très bien. résume un petit peu, mais c'est un peu l'idée de l'apprentissage en e-learning sur lequel on se connecte quand on veut, on se déconnecte quand on veut, il n'y a pas de suivi, il n'y a personne qui nous suit et on est super content au bout de 2 heures ou 4 heures. Bon, bah, on peut lire aussi une vidéo YouTube, on peut regarder, mais ça n'est pas de la formation. Voilà. Donc, pour résumer, il faut évidemment que l'organisme réponde aux exigences Calliope, que ça réponde aux critères d'une action de formation, et là-dedans, qu'il y ait, même si c'est distanciel, asynchrone, un accompagnement et que l'auto-formation seule n'est pas considérée comme éligible en action de formation numérique pour la NFH. C'est bien ça? Bah, c'est un peu l'arbre de décision que vous voyez là, hein, les questions qu'il y a à se poser avant avant de savoir si la formation est éligible ou non. euh, vous avez juste à répondre. Il y a la durée aussi. Je n'ai pas parlé de la durée, mais la NFH fixe et a réduit cette durée-là spécifiquement pour les formations distancielles à 30 minutes minimum, la durée d'une formation. Mais ça peut être des parties, des modulaire de 15 minutes, 4 fois 15 minutes, on dépasse la durée et on revient sur de l'éligible. Très bien. Merci pour ces précisions sur les types de formation. Sur l'évaluation des besoins en formation numérique, pour justement optimiser leur demande de financement, comment les établissements peuvent faire? Quels conseils pourriez-vous leur donner? Alors, déjà, en préambule, c'est vrai que je vais vous parler de la plateforme LCMS de la NFH qui est en devenir, hein, parce que on n'a pas non plus un axe très fort pour le moment dessus, même si on croit beaucoup dans son évolution dans les années à venir. Mais tous nos établissements sont soumis aux règles de marché public. Voilà. Raison pour laquelle, il y a une dizaine d'années, la NFH est devenue centrale d'achat pour permettre de simplifier, gagner certes un peu d'argent, mais aussi du temps dans l'acquisition d'achats de formation. Et bien nous en a pris, puisque aujourd'hui, avec des achats de formation qui font intervenir des serious games, des MOOC ou autres supports de production pas forcément motion, mais de vidéos importantes, les coûts pédagogiques sont relativement importants et les temps de mise en œuvre sont relativement importants. Donc, au-delà d'un certain seuil, d'un certain niveau d'achat prévisionnel, les établissements sont soumis à réglementation, aux différentes procédures d'achat, procédure 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5. Et plus le montant est important, plus la réglementation et les obligations et les contraintes, notamment de mise en concurrence, sont importantes. Donc, en permettant aux établissements d'acheter pour leur compte des formations qui incluent des formations en distanciel, des formations en e-learning, des supports pédagogiques innovants, eh bien, on fait gagner un temps et un temps de négociation également à nos adhérents là-dessus. Également, dans notre offre régionale et nationale, on s'évertue à ce que l'ensemble de nos marchés puissent avoir une option en e-learning. La situation de 2020-2021 n'a convenu à personne, évidemment, mais la possibilité de basculer du jour au lendemain pour des raisons diverses et variées, hein, on n'est pas obligé d'entrer dans une situation de crise sanitaire pour la mettre en œuvre, mais de basculer en distanciel, cette possibilité était maintenant dans la plupart, je vais peser mes mots, dans la plupart de nos offres de formation. La dernière en date, pour donner un exemple, hein, c'est la formation pour les maîtres d'apprentissage, hein, une formation de quelques jours. Eh bien, on a cette formation de quelques jours qui est offerte et qui est financée même par la NFH, mais malgré tout qui est proposée à l'ensemble de nos établissements adhérents, l'ensemble des maîtres d'apprentissage qui encadrent les apprentis. Eh bien, on vient de réaliser l'achat également récemment pour la partie e-learning. Voilà, si c'est un souhait de la part des établissements, de la part des acteurs, des participants, ou une contrainte, eh bien, on a cette option e-learning pour pouvoir trouver le pendant, rendu éligible évidemment, puisqu'on s'est nous-mêmes approprié et adapté l'arbre de décision. Voilà pour la partie obligatoire
pour nos établissements. Et du coup, le fait d'être centrale d'achat, le fait d'acheter des formations, fait sur ces thématiques-là, en tout cas, gagner du temps, de la simplification, hein, gagne en simplification, puisque les établissements n'ont au maximum qu'un bon de commande à signer, déterminer des dates et des lieux pour ces formations. Alors, concernant... Non, vous Non, voulez... non, allez-y, allez-y. parce que j'ai pas parlé de la plateforme LCMS. Oui, mais Donc, on peut si vous pouvez... remettre la diapo précédente, ouais. Ouais, très bien. Ouais, je veux bien. Oui, la plateforme LCMS, qui est Merci. une plateforme Moodle, hein, qui est administrée par un prestataire que la NFH a retenu, elle est accessible à l'ensemble de nos adhérents. Moins, selon la taille de l'établissement et sa politique, sa stratégie, les établissements ont pris, même pour leurs écoles également, la décision d'acheter un outil internalisé. D'ailleurs, souvent Moodle, pas toujours, mais souvent Moodle, et le paramètre et l'organise un peu comme ils le souhaitent. Toutefois, on a des établissements adhérents qui n'ont pas non plus ou ne veulent plus consacrer de moyens à cette gestion de plateforme. Ils ont peut-être découvert aussi ces derniers temps la lourdeur que ça peut représenter de devoir créer des contenus, c'est une chose, mais de pouvoir administrer, maintenir la plateforme, c'était également un travail de longue haleine. Et certains établissements se tournent maintenant vers la NFH pour pouvoir déposer leur contenu dans la plateforme qui est mise à disposition. Alors, techniquement, c'est en devenir, mais l'idée, c'est de mettre à disposition les contenus de formation que l'on a à l'ensemble de nos adhérents, sauf si ces contenus déposés par un adhérent n'a pas été il n'a pas été accepté par l'adhérent de le mettre à disposition de l'ensemble. Il peut décider de le mettre à disposition uniquement de son établissement ou des établissements de son territoire, de son GHT ou bien de son GCSMS. Voilà. Ça, c'est l'évolution de la plateforme, mais tout à l'heure, je vous ai parlé d'un nombre de départs en formation annuel. Vous allez le mettre en parallèle avec le nombre de connexions et d'actions suivies sur la plateforme e-learning. Ça va relativiser un peu les choses. En 2022, on a eu moins de 10 000, 8 500 formations réalisées sur notre plateforme e-learning et en 2023, 22 000. Donc on est sur une pente ascendante, on est sur une augmentation très sensible annuellement, mais on n'a pas encore gravi l'échelon de la massification. Et là, on est en train de donner un nouveau tournant à cette plateforme pour lui donner plus de volume, plus de contenu également. Les contenus qui ont été les plus utilisés ces derniers temps sont un contenu sur la laïcité. 2022 et 2023, c'est un contenu sur la laïcité qui était publicité et sur l'égalité professionnelle homme-femme. Voilà, parcours également violences sexistes et sexuelles sont des sujets qui sont bien abordés et abordables sur ce type de support, complémentairement aussi avec de l'accompagnement en physique, en salle, à l'ancienne. Merci beaucoup. Concernant les mécanismes d'évaluation, de contrôle que la NFH peut mettre en place pour assurer la bonne utilisation des fonds alloués, qu'est-ce que vous pourrez nous en dire, peut-être quelques cadres, éléments de cadrage importants? Oui, alors, comme on le disait tout à l'heure, on ne consacre pas de fonds spécifiques, on n'a pas de fonds mutualisés sur la thématique formation e-learning ou formation distancielle. Par contre, il peut arriver que des dispositifs, et autour de ce webinaire, certains d'entre vous, des organismes y participaient régulièrement, hein, créer des supports ou monter des actions de formation qui sont financées par la NFH. Je pense à celui qui est souvent utilisé, c'est l'application sur la préparation de son entretien annuel qui a été produit par Simango et pour lequel on a des milliers d'agents qui l'utilisent en préparation de son entretien professionnel. Euh, L'organisme de formation lui-même doit conserver les informations de suivi, hein, tel que c'est écrit dans la slide là, mais pour la raison surtout réglementaire, Calliope pour lui, et puis pour la partie rémunération, remboursement de la part de la NFA, puisque, comme l'a expliqué l'Opco Santé tout on a les mêmes règles,
on réagit sur service fait et il nous faut prouver la réalisation des travaux. Donc, en e-learning, c'est plutôt des faisceaux de preuve, mais l'attestation de présence ou la preuve des suivis, des accompagnements font partie de ces éléments-là. Documents qui sont à conserver pendant à peu près 4 ans après la fin de la formation. Et ça, c'est réglementaire. Quand vous parlez justement de faisceaux de preuves, vous avez cité les reportings de connexion, le suivi des travaux réalisés. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi d'autre comme faisceau de preuves qui va permettre de valider le fait que le participant a bien suivi cette formation e-learning et donc elle peut rentrer dans ces critères d'éligibilité de financement? Alors, on n'a pas l'exhaustivité de ce qui peut exister ou de ce qui pourrait exister, mais il y a aussi des signatures électroniques qui permettent d'attester, agent par agent, participant par participant, qu'ils ont bien suivi tel et tel module. Il est très compliqué sur ces sujets-là, sur des modules sur lesquels il y a des accompagnements asynchrones, par exemple, quand il n'y a pas un formateur en distanciel, mais en face à face, qui a un groupe avec lui ou qui suit un parcours pédagogique, il est très compliqué d'estimer un nombre d'heures exact de suivi. Donc le coût pédagogique sera basé sur une estimation avoisinant ce que le concepteur aura indiqué, hein, mais ça n'empêche à chaque participant de pouvoir y passer 2 heures de plus, 2 heures de moins, ça dépend de la durée de la formation, sans que ça n'induise le coût pédagogique financé. Voilà, tout ça, ça doit être validé préalablement avant le début de la formation dans le document pédagogique ou dans la convention de formation signée entre le client et le prestataire de formation. Très bien. Merci pour ces précisions. Elles sont très importantes. On a beaucoup de questions. Nous, de notre côté, on est en particulier sur des formats et des suivis asynchrones. Beaucoup de questions des établissements sur mais comment ce sera pris en charge. Effectivement, on est moins sur un modèle, plus du tout même sur un modèle de signature de l'émargement à la demi-journée en présentiel. Et donc ces faisceaux de preuves sont importants. Merci pour ce détail. Est-ce qu'il y a une différence de financement côté ANFH dans les différentes régions et est-ce qu'il y a une différence entre les types de financement, entre les types d'établissements de santé publics? Non, la NFH souhaite ne pas faire de distinction particulière sur des typologies d'agents, de formation ou de taille d'établissement ou même d'origine géographique selon les régions. Donc, on travaille quotidiennement, régulièrement ensemble pour échanger sur des prises en charge qui seraient un peu litigieuses. Il peut arriver un moment que des prises en charge soient acceptées dans un endroit et refusées dans une autre, mais c'est vraiment pas notre fonctionnement, c'est vraiment pas notre souhait. Voilà, si une formation est éligible à Lille, il n'y a aucune raison qu'à Crozon, elle ne le soit pas. Très bien, merci pour ces précisions. Merci beaucoup. On va peut-être passer à la dernière partie de notre webinaire pour laisser un peu de temps aux questions-réponses. Vincent, je te laisse introduire. La dernière partie, merci Mélanie, merci Monsieur Roussel pour toutes ces précisions. La dernière partie est plutôt consacrée sur le financement des formats innovants, même si je pense que pas mal de choses ont déjà été abordées sur les précédentes questions. Mais là, c'est vraiment de résumer un petit peu la prise en charge des formats innovants en faisant un focus sur ce que peut proposer Santé Academy ou Simongo. Côté Simongo, on est plus sur des formats, effectivement, formation gamifiée, serious game. Côté Santé Academy, on est sur des formats plus cinématographiques, du documentaire, ce qu'évoquait tout à l'heure Mélanie. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour ces formats innovants, que ce soit côté privé ou côté public? Non. Je vous laisse la parole. Je pense qu'on a dit déjà effectivement pas mal de choses déjà Ouais. là-dessus. Donc, conditions particulières, non, dès lors qu'on est bien dans le champ de la formation professionnelle, qu'on est bien sur un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel et d'acquérir des compétences et que tout ça est tracé, en fait, à partir de là, voilà, les conditions, ça sera que celle-ci, en fait. Et qu'on rentre dans le cadre et qu'il y a déjà eu des échanges avec les conseillers, bien sûr, pour vérifier que
que les formations gamifiées ou les serious games sont éligibles. Au niveau de l'OPCO, d'ailleurs, par rapport aux serious games, on en met déjà en place, nous, sur certaines thématiques. On a une plateforme de formation digitale également qui comprend un serious game sur la thématique d'accompagner les aidants, l'aide aux aidants. Donc voilà, on a déjà un serious game en ligne là-dessus. Donc on se saisit aussi de ces formations un petit peu gamifiées. Et voilà, dès lors qu'on est dans le cadre légal de la formation professionnelle, avec l'atteinte d'un objectif professionnel et tous les éléments qu'il faut pour faire preuve d'avoir suivi le parcours, on n'a pas de difficulté particulière sur les prises en charge au niveau des plans ou de l'OPCO. Merci. Monsieur Roussel? Alors, la réponse est à peu près similaire, hein. On a toutefois effectivement des fonds spécifiques, des fonds mutualisés qu'on met à disposition sur certaines thématiques. Je rappelle que ce sont nos instances nationales ou régionales qui prennent les décisions de fléchage et d'orientation de nos fonds mutualisés, nos instances qui sont paritaires, qui sont composées pour la fonction publique hospitalière de la Fédération hospitalière de France et des organisations syndicales majoritaires, selon les résultats des dernières élections professionnelles en date. Et on peut avoir des thématiques comme par exemple sur les actions de formation nationale, les AFN, sur lesquelles les actions de formation nationale ont ce double aspect qui doivent être identifiés sur des thématiques souvent issues, même majoritairement issues des orientations nationales, donc impulsées par le ministère en partie, et dont les modalités pédagogiques peuvent être une plus-value dans la présentation, dès lors que ces modalités servent le sujet. D'accord, c'est pas une formation parce que la nouvelle modalité est intéressante et high-tech, mais si elle sert le sujet, si c'est bien adapté, il peut arriver que les AFN, par exemple, puissent mettre en avant ces éléments-là. Je peux parler deux minutes de la NFH Bretagne qui a aussi ces instances paritaires et pour lesquelles on a un fonds mutualisé qui s'appelle le phare, hein, donc sans jeu de mots avec le phare breton bien sûr, mais c'est le fonds d'aide régionale. Et là également, nos établissements adhérents bretons ont la possibilité, par exemple, de solliciter des fonds mutualisés ANFH soumis aux instances sur des thématiques innovantes. Et il peut arriver que ces thématiques innovantes ont dans leur innovation la gamification, les nouvelles utilisations et nouvelles modalités existantes du moment, mais à aucun moment ce n'est uniquement tout un plan de formation qui va être retenu parce qu'il est gamifié. Alors, on a même produit en 2021, je fais juste un petit aparté là-dessus, on a produit un parcours de 2h30, un parcours e-learning de 2h30 pour accompagner les stratégies des établissements sur le choix ou non de gamifier, de e-learniser, digitaliser les formations. Et on se rend compte effectivement que toutes les formations ne peuvent pas forcément être présentées sous cette forme-là, et les aspects relationnels comptent aussi sur plusieurs thématiques et sont à valoriser. Parfait. Merci pour ce retour. À l'inverse, est-ce que les établissements de santé ont des conditions à remplir pour obtenir du coup ces financements des formations numériques? Madame Roux? Je pense que la première étape dans ces cadres-là, ça sera de contacter quand même le conseiller pour vérifier le cadre de D'accord. ces formations-là. Dans tous les cas, dès lors qu'on est sur des formations on peut se poser des questions en tout cas sur l'éligibilité à un financement, etc., sur l'éligibilité au cadre de la formation professionnelle. Première étape, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, de contacter votre conseiller sur le territoire. On vous dira si oui ou non on rentre dans le cadre et à quelle typologie de financement pourront être mobilisés ou pas, en fonction de ce qui nous sera présenté. Mais voilà, je pense que malgré tout, cette première étape est importante pour qu'on vérifie l'éligibilité
des formations. Après, les conditions, du coup, voilà, ça reprend tout ce qu'on se dit depuis le début de ces webinaires, hein. De rentrer dans le cadre de la formation voilà, professionnelle, un parcours pédagogique, des compétences à acquérir, voilà, tout ça bien cadré dans une convention de formation avec l'organisme. Merci. Monsieur Roussel? Oui, bah écoutez, pas mieux, hein. Euh, Parfait. non, c'est Effectivement, voilà, c'est des sujets qu'on a pu aborder tout au long Oui, du webinaire, donc il pourrait y avoir Oui, un peu de redite. Oui, Mélanie? effectivement, peut-être là, c'est un résumé sur l'écran avec l'encadrement spécifique, des informations claires qui sont bien mises en amont, des évaluations régulières. Ça, c'est important. On a aussi beaucoup de formats numériques qui n'ont pas forcément intégré cette partie évaluative et qui est nécessaire, les preuves de réalisation avec le faisceau d'indices dont vous parliez. Et puis, bon, des attestations et des relevés de connexion, ça, c'est souvent ce qu'on trouve dans les offres de formation digitale. Mais c'est bien de le rappeler parce que ça fait partie peut-être d'une checklist à cocher en amont d'inscription à certains formats ou d'achat de certaines typologies de formation. Donc, voilà, je pense que vous êtes tous les deux raccords sur cette liste-là qui peut être un bon résumé. tout à fait. mais en fait, pardon, je pense que c'est pas lié au fait que ce soit du e-learning ou de la digitalisation. C'est que la vie de la formation aujourd'hui, l'évolution de la formation, euh, s'intéresse, et je prends pour exemple le développement professionnel continu médical, s'intéresse de plus en plus au fait euh, d'évaluer avant formation, de s'assurer pendant la formation et d'évaluer après la formation de l'acquisition des compétences de cette andragogie. Et donc, oui, effectivement, dans le numérique, ça a été plus simple. Peut-être qu'on a été même plus sévère avec le digital lorsqu'il est sorti, pour s'assurer que les personnes écoutaient bien, retenaient bien, alors que sur nos formations historiques, on n'avait pas, en dehors de la feuille de présence, on n'avait pas forcément d'attachement, même si ça a toujours été une arlésienne, hein, cette question de l'évaluation, savoir comment valoriser le fait qu'une formation qui a été suivie ait bien été réexploitée dans les compétences nouvelles de l'apprenant. Euh, on payait, on remboursait les formations qui avaient lieu sans s'intéresser forcément directement, nous, sur l'exploitation à froid de ces apprentissages. Donc maintenant, on est plutôt sur une phase qui permet de réguler un peu et de vraiment considérer, de remettre cette nouveauté qui n'en est plus une, de la digitalisation de la formation, comme étant plus un complément, un appui, une aide et un moyen pédagogique qui va servir le propos et le contenu. Parfait. Merci. Du coup, ça permet de rebondir, Monsieur Roussel, sur ce que vous venez de dire par rapport au format numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, les établissements doivent démontrer l'impact, l'efficacité du coup de ces formats un peu innovants pour obtenir ou optimiser leurs chances de financement? Non. Non, pas pour une chance de financement. D'ailleurs, la chance, c'est pas de la chance, c'est juste le respect des Cadre. règles Calliope notamment, hein. Mais ensuite, les établissements qui, dans leur stratégie, décideront d'opter pour tel ou tel mode de financement, feront le constat eux-mêmes, hein. Et lorsque la NFH fera les achats, on le fera avec eux, de la pertinence de la modalité pédagogique dans l'apprentissage de ces sujets abordés. Donc, c'est pas une question de chance, hein. C'est pas une question de chance. Il n'y a pas de ratio à X% sur de la digitalisation et X% sur la formation standard. Aujourd'hui, c'est pas du tout l'ambiance, hein. Merci. Ça n'aurait aucun intérêt. Oui. Côté OPCO, comme tout à Côté l'heure. OPCO, du coup, bah voilà, j'ai pas grand-chose de dire de plus que ce qui est marqué sur la slide. Par contre, je rejoins la NFH sur le fait qu'aujourd'hui, c'est dur de faire la preuve que les compétences vues en formation vont être utilisées sur le terrain. Et même si on essaye aussi par des ateliers, des ateliers thématiques de sensibiliser un peu les établissements sur l'évaluation à froid et à chaud d'une formation, de voir le retour après sur le terrain, ce que ça donne en fait, si les compétences acquises sont bien exploitées. Dans les faits, c'est compliqué.
Voilà, comme vous le disiez, c'est l'Arlésienne, c'est comment on fait. Depuis des années, la question se pose, donc on ne demande pas de justificatif par rapport à ça, savoir si les compétences vont bien être utilisées. Je pense que c'est à chaque établissement derrière, de par les chefs de service aussi, d'essayer de mobiliser les salariés, de voir avec eux si suite à la formation suivie, qu'elles soient en présentiel, en distanciel, en FOAD, en serious game, peu importe le format, apporter ses fruits et si du coup les compétences vues en formation vont être utilisées sur le terrain. Merci beaucoup pour vos retours. Je crois que c'est le moment des questions-réponses. Je te laisse la main du coup, Ouais, Mélanie. mais je vois David qui voudrait intervenir Ah, là-dessus. j'avais pas vu. Excusez-moi, monsieur Roussel. Non, mais ça fera peut-être partie des questions-réponses, mais en tout cas, la seule différence dans l'acceptation et dans l'éligibilité d'une formation en présentiel ou en e-learning à la NFH, parce que ça, c'est une décision des instances de la NFH, c'est que le minimum, c'est 2 heures de formation en physique et c'est 30 minutes en distanciel. Donc là, il y a aujourd'hui assez tranché. Et ça a devancé une question qu'on nous a posée, c'est-à-dire quelle est la durée minimum de session pour une prise en charge à NFH. Donc, la réponse est très claire, c'est voilà, 30 minutes sur une formation digitale, c'est ça, et 2 heures en physique présentielle. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ouais. Et dans formation digitale, c'est tous les formats, c'est-à-dire une classe virtuelle, donc là du synchrone, un MOOC, un serious game, un e-learning asynchrone. C'est tous les formats qui sont soumis à cette durée minimum de 30 minutes qui peut être découpée par module de moins de 30 minutes. C'est ce que vous disiez tout à Oui, l'heure. oui, c'est ça. Mais reconnaissez quand même que déjà 30 minutes, un temps d'apprentissage de 30 minutes, en deçà de 30 minutes, on est vraiment sur une information, mais pas forcément avoir eu le temps d'assimiler quoi que ce soit. Toutefois, si vous parlez de formation synchrone en distanciel, euh, on est sur de la formation quasi similaire au présentiel. Donc, on n'a pas forcément de raison de mettre en avant des documents supplémentaires ou de faire une exception particulière pour ce type de formation. C'est quasiment comme de la formation en distanciel, en présentiel, pardon. Ok, très clair. Merci de votre réponse. J'avais une autre question qui était arrivée un peu plus haut dans le webinaire. Je crois que c'était pour vous, Emmanuel. Est-ce que la convention de service est payante pour les établissements? Enfin, la question exacte est, voilà, est-ce qu'elle a un coût pour les établissements? Alors, cette convention de service, non, elle n'est pas du tout payante, elle est liée aux accords de branche, hein. Donc, chaque accord de branche dit que tous les ans, une convention de service doit être signée avec l'OPCO pour s'engager sur un versement volontaire ou pas, en fait. Donc, il y a des versements, une cotisation conventionnelle obligatoire et il peut y avoir une cotisation conventionnelle volontaire. Donc, c'est l'établissement qui le souhaite et ça s'acte par cette convention de service. Du coup, non, elle n'est pas payante. Il est obligatoire de la signer en revanche pour qu'on puisse enclencher des choses et des accompagnements financiers ou autres d'ailleurs, financiers ou pas que financiers, avec les établissements, mais elle n'a rien de payant. D'ailleurs, chaque établissement, normalement, la reçoit en automatique au niveau du service RH ou de la direction pour une signature électronique. Donc, c'est vraiment un envoi automatique tous les ans de la part de l'OPCO. Ok, très bien. Il y a une petite question aussi qui est arrivée de la part de Mireille Raveau et qui demande si les certificats de réalisation remplacent aujourd'hui les attestations de présence ou est-ce qu'il faut produire les deux pour du coup attester de la réalisation de la formation. Peut-être côté L'un ne remplace pas l'autre, de mon point de vue. Ça dépend des pratiques des organismes de formation. La finalité est la même, c'est d'attester le suivi de la formation. Donc, que ça soit une attestation de présence avec une signature par heure, comme ça peut l'être parfois, ou un certificat de réalisation qui mentionne bien que le salarié a suivi tant d'heures au global et a bien suivi la formation dans son ensemble. L'un ou l'autre, pour nous, il n'y a pas de souci dès lors que les documents sont bien conformes et présentent bien le nombre d'heures suivies et l'acquisition des compétences sur le parcours de formation. Très bien, merci de cette réponse claire. Et côté ANFH, est-ce qu'il y a un parti pris ou une demande particulière? On va partir du principe que l'organisme de formation qui présente telle ou telle modalité ne le fait pas que pour un client,
mais pour l'ensemble de ses clients, et qui le fait sous couvert d'une reconnaissance Calliope. Donc, au-delà du fait que la reconnaissance Calliope, c'est du déclaratif et qu'après, a posteriori, il peut y avoir du contrôle sur pièce, on peut considérer que la modalité proposée par l'organisme de formation respecte les règles. Et la règle qui a été rappelée par l'OPCO est bien la même, on va le redire encore, c'est qu'on veut une preuve du service fait par tous les moyens. Donc, si on avait un souci nous-mêmes avec un organisme de formation, on checkerait certainement cette pratique avec d'autres ANFH pour voir si on rencontre le même questionnement. Et si jamais c'était constaté, on le ferait certainement remonter au GIE Datadoc, qui s'appelle encore GIE Datadoc, sur lequel qui gère Calliope et pour lequel je crois l'OPCO Santé participe également, et ce serait quelque chose qui serait revu et remonté au plus haut niveau, parce que les modalités doivent être assez communes pour pouvoir attester la réalisation d'une formation. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Il est 13h pile. On arrive au terme de ce temps qui nous était imparti pour échanger sur ces questions-là. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. J'espère que ces interventions vous ont été utiles. On a essayé de construire autour des questions que vous nous posez régulièrement dans le dialogue qu'on a ensemble sur la mise en place des solutions innovantes de formation côté Simango ou côté Santé Académie. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Merci beaucoup Emmanuel, merci David de votre présence et du temps de préparation et d'intervention que vous avez bien voulu consacrer à nos établissements clients. Et merci à Simango, partenaire de cet événement, pour l'organisation de ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très bonne suite de journée et à très bientôt sur d'autres événements organisés ensemble. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Merci, bonne journée.